L'histoire de Merlin l'Enchanteur, c'est l'histoire de l'amour humain dans sa grâce, mais aussi dans sa transfiguration, souvent douloureuse. À leur manière, Viviane et Merlin ont réinventé le paradis, et ce paradis est comme l'enfant né de leur étreinte. Mais, nous dit Edgar Quinet, cet enfant paradisiaque, comme l'enfant des hommes, grandit jusqu'au jour de son affranchissement ultime. Vient un moment peut-être où les amants doivent se séparer de l'amour pour que l'amour continue à vivre et ailleurs se régénère. Et c'est ainsi qu'un matin, vêtue de ses plus beaux vêtements, Viviane a dit « Merlin, il faut nous séparer » et Merlin est parti. Les années ont passé et chacun des amants a vécu selon sa loi profonde l'amour devenu lointain, l'amour désormais retiré. Et chacun a su ce qu'il en était de la lente usure des saisons et du travail secret de la vie sur les cœurs illuminés, car plus le cœur est illuminé, plus le travail de la vie en nous est fort et bouleversant. Et voici Merlin seul au fond des forêts. Oui, c'était le soir, mais le soleil jetait encore quelques-uns de ses derniers rayons mourants sur la cime empourprée des arbres. La forêt, immense, solitaire, semblait un temple aux innombrables colonnes où des ombres tardives, colorées, passaient et disparaissaient dans l'obscur lointain des massifs de hêtres. Il y avait parmi les arbres centenaires un chêne ridé, crevassé, barbelé de mousse blanche, foudroyé à la tête, où habitait l'aigle, la fourmi. C'était le vieillard et le père de la forêt. De son tronc sortait une voix caverneuse, mêlée du bourdonnement des abeilles. « Je suis, disait cette voix implacable, le chêne de Merlin. C'est sur ma tige que s'est reposé le premier oiseau, au premier jour du monde. C'est moi qui ai couvert le crime de Caïn et bu le sang d'Abel. C'est moi qui ai raidi mon bras pour dénoncer le premier meurtrier. De mon écorce a été fait le premier bouclier et de ma tige la première lance. C'est à mes branches qu'Absalom est resté suspendu par sa noire chevelure sanglante. J'ai enseigné la sagesse au premier des druides et je l'ai nourri de ma sève. C'est de mon bois qu'a été faite la croix du Seigneur. C'est sur ma cime qu'a niché pour la dernière fois l'oiseau de Jupiter. Je sais ce qui a paru au sortir du chaos. Je possède tous les secrets de ceux qui se sont assis à mon ombre. « Sais-tu où est Viviane ?» interrompit Merlin. « Je le sais. Chaque jour, elle vient à la place où tu es converser avec moi. Je la vois jouer avec les jeunes chevreuils dont le chasseur a tué la mère. D'autres fois, elle remplit de rosée la coupe d'un gland. Elle porte à boire à la cigale altérée sous le chaume. » À ces mots, Merlin s'incline, il prête l'oreille. Bientôt, il tombe dans une rêverie si profonde qu'il semble sommeiller. Couché sur la terre, la tête appuyée sur son coude, quoique ses yeux fussent ouverts, il regardait sans voir. Il écoutait sans entendre les derniers chuchotements sacrés du vieillard aux 100 rameaux. Maintenant, le croirez-vous ou ne le croirez-vous pas, Viviane, en marchant sur la mousse, arrive subitement près du buisson fleuri. La voyez-vous ? Pour moi, je la vois distinctement, un peu penchée en avant, retenant son haleine, les cheveux mouillés de rosée. Mais d'où vient-elle ? Pourquoi a-t-elle tant tardé ? Pourquoi à cette heure plutôt qu'à une autre ? Est-il croyable qu'elle ait pu se frayer son chemin sans qu'aucune voix, pas même d'un grillon, ait salué ou trahi son approche ? Je répète encore une fois que cet esprit raisonneur est le contraire de l'histoire. S'il fallait répondre à toute question, il n'y aurait plus de récit possible. Sitôt que Viviane fut près de Merlin, elle écarta l'aubépine et se présenta subitement devant lui. Il se retourne et la voit. « Où suis-je ? Est-ce vous ? Est-ce toi ?» Dans le premier moment, il ne sentait encore que douleur. « Êtes-vous une ombre ?» reprenait-il, « une vision, comme j'en ai tant rencontré dans cette vie fragile ?» Puis, il se jeta à ses pieds, les baisa ainsi que ses genoux et la mousse qu'elle foulait. Il remercia le ciel, la terre, de la lui avoir rendue.
Sanglots, questions entrecoupées, reproches, baisers amers, larmes aveuglantes, cris étouffés qu'aucune parole ne doit essayer de rendre remplir la première heure. Quand enfin il se retrouva lui-même, il vit qu'une tristesse profonde avait pâli les joues de Viviane et l'empêchait de lui répondre. Plus elle faisait d'efforts pour maîtriser sa douleur, plus elle la laissait paraître. « Pourquoi es-tu triste, chère âme ?» lui dit-il. « Moi, triste, je ne le suis pas, » répondit Viviane, avec un sourire où toutes les amertumes de la terre étaient rassemblées. « Ce sourire me perce le cœur, ma chère vie, mieux vaudrait pleurer. Dis-moi ce qui te fait ta peine. » Faut-il le dire? Oui, parle. Non, je ne le dirai pas, ce n'est rien. Oh, parle ou je meurs, eh bien. Merlin, je suis triste parce que j'ai peur de te perdre encore. Tant que tu sauras des choses que j'ignore, je me sentirai séparé de toi par des mondes magiques. Voilà ce qui fait ma peine. N'est-ce que cela? Pas autre chose. Je pleure parce que je n'ai pas ta science. Et quelle est donc de toutes mes sciences celle qui te fait envie? Je voudrais, doux ami, savoir ce qu'il faut faire pour enchaîner un homme sans lien, ni chaîne, ni muraille, de manière qu'il ne puisse s'échapper. Apprends-moi, Merlin, cet art-là, le seul qui me manque de tes 7 sciences, et je serai heureuse comme tu veux que je le sois. En entendant ces mots, Merlin gémit profondément. « Pourquoi es-tu triste à ton tour ?» reprit Viviane. « Et qu'est-ce qui te fait soupirer ?» Je gémis parce que je prévois ce que tu veux faire et qu'il m'est impossible de te rien refuser. À ces mots, Viviane se jette à son cou. Elle l'embrasse et lui parle doucement, appuyée sur son épaule. « De quoi as-tu peur, mon bien-aimé ? Ne peux-tu donc pas te confier tout à moi comme je suis tout à toi ? N'ai-je pas quitté pour toi père et mère, mes désirs, mes pensées, mon âme entière est en toi, ni joie, ni bien, ni espoir, où tu n'es pas, quand je t'aime ainsi. Mes souhaits ne sont-ils pas les tiens? En faisant ce que je demande, ne fais-tu pas ce qui te plaît à toi-même? Tu as raison, je suis prêt à t'obéir. Qu'est-ce donc que tu désires? Je désire que nous bâtissions une retraite enchantée, indestructible, où nous puissions vivre ensemble, recueillis l'un dans l'autre, sans être troublés jamais par le reste du monde. Est-ce là ce que tu souhaites? Sois donc heureuse. Je te la bâtirai, cette demeure. Non, chère âme, c'est moi qui veux la bâtir moi-même, à mon gré, pour qu'elle soit toute en mon pouvoir. Qu'il en soit ainsi, dit Merlin. Et il lui apprit ce qu'il fallait de magie pour opérer un enchantement de ce genre. À mesure qu'il parlait, il regrettait chaque parole qui sortait de ses lèvres, mais l'amour était plus fort que lui. Il ne s'arrêta que lorsqu'il eut révélé son secret, jusqu'au bout. Dès qu'il eut achevé et que Viviane l'eut compris, elle lui montra tant de joie qu'il se consola de voir parler. Même, il se sentait heureux de n'avoir aucun secret qu'elle ne partageât avec lui, certain qu'elle ne s'en servirait pas sans le consulter au moins une fois encore. Et dans le partage du grand secret, les amants ont épuisé tout ce que l'amour avait à leur donner en partage. Alors, selon le vœu de Viviane, le temps est venu pour eux d'une étreinte qui n'aura plus jamais de fin. Car tous deux se tenaient embrassés sur l'herbe fraîche, épaisse près du buisson fleuri. Ils s'étaient fait 1000 caresses au milieu de 1000 paroles gazouillantes. Plus d'une larme de bonheur avait coulé de leurs yeux. Merlin reposait sa tête sur le sein de sa bien-aimée. Elle le berçait et jouait avec les boucles de ses cheveux, si bien qu'il semblait sommeiller et rêver. S'étant assuré qu'il rêvait d'amour, elle se lève doucement, prend son long voile, en enveloppe la ramée sous laquelle était couché l'enchanteur. 9 fois, elle marche autour du cercle qu'elle a tracé. 9 fois, elle répète les paroles magiques qu'il lui a enseignées. Puis,
elle rentre dans l'enceinte, se rassied sur les fleurs et replace la tête de son bien-aimé sur son sein palpitant. Enfin, il se réveille, ouvre les yeux, et d'abord, il lui semble qu'il est muré dans une haute tour maîtresse, bien crénelée par le haut, sans porte pour sortir, ni degré pour monter. Et il se voyait couché au fond d'une alcôve de marbre, sur un lit de soie et d'or. Qu'avez-vous fait, insensé? Est-ce là le mariage promis? Que n'avez-vous attendu que l'absence? La douleur m'est tuée. Viviane regarde Merlin en souriant. Qui le croira? À ce sourire tombe le ressentiment de mon héros. À peine s'il lui fit un reproche de plus. Collé à ses lèvres, il lui disait seulement entre chaque baiser « Au moins ne me quitte plus, Viviane ». Et Viviane répondait « Jamais ». Mais pourquoi, cruel, m'avoir abandonné une fois? Pour t'éprouver? Comment? J'étais jalouse. De qui donc? Des pierreries, des fleurs, des étoiles d'Isaline, de Psyché et de toutes les belles, car toutes t'aimaient d'amour et toi aussi tu les aimais. Maintenant, Merlin, plus de pèlerinage, plus d'absence, tu m'appartiens, moi seul. Je te verrai à toute heure, tu ne verras que moi. Oui, s'écria Merlin, il n'y a que toi au monde qui puisse me tirer de cette tour. Pas même moi, mon doux ami. Tu es ici pour toutes les vies. Elle lui apprit qu'elle avait tourné contre lui ses enchantements les plus forts, que la porte de la tour était murée, et qu'elle avait jeté la clé dans le gouffre des gouffres. Mais, ma chère âme, vous m'avez donc enseveli? Je me suis enseveli avec toi. Suis-je mort ou vivant? Demandait encore Merlin. Que t'importe? C'est vrai. Je te retrouve, je te vois. Que me fait tout le reste? Sois tranquille, dit Viviane. Je serai souvent dans tes bras. Et dans la nuit qui les entoure, Merlin et Viviane ne cessent plus de nourrir les rêves où chacun d'entre nous, selon sa soif, invente le visage toujours à refaire de l'amour.